Et du coup, Jules, tu voulais nous parler de quelque chose en particulier aujourd'hui? On va commencer avec toi parce qu'il est fort probable que tu nous quittes en milieu d'émission. Mhm. Du coup, je te laisse commencer, je te laisse la parole. Eh bien, merci Marc. Moi, je vais vous parler de temporalité perdue. Yes. Alors, en fait, comment ça commence? Ça commence par une recherche de vacances, tout simplement. En fait, je cherchais à partir à l'aventure, un peu à m'immerger en pleine nature, un peu loin de tout. Bon, alors au départ, j'ai pensé au Yukon, au Canada, un peu bercé quand j'étais gamin par le film Le Dernier Trappeur, je sais pas si vous voyez, ou par les vidéos un peu plus récentes sur YouTube du survivaliste préhistorique Kim Patch. C'est un Suisse qui part un peu dans la forêt, enfin dans la forêt du Yukon avec les mêmes techniques qu'au Paléolithique. Ouais. Mais bon, ça faisait un peu loin, un peu cher. Donc j'ai essayé de chercher quelque chose de plus proche, de plus envisageable. Et après quelques recherches, je me suis tourné vers une autre portion du monde qui est plus proche, mais moins médiatisée, c'est la Laponie. D'accord, ah oui. Et plus particulièrement sur un chemin de randonnée assez mythique au-delà du cercle polaire qui s'appelle le Kungsleden Trail. C'est un sentier qui fait des centaines de kilomètres, qui vous permet de relier le nord de la Suède à sa partie sud. Et donc généralement, quand on parle du Kungsleden, on parle de la partie nord du sentier, hein. Donc au-delà du cercle polaire, qui vous permet donc de marcher sur des centaines de kilomètres avec rien autour, mais les habitations les plus proches sont à des centaines de kilomètres. Il y a absolument rien autour de vous. C'est des plaines immenses, un sentiment de nature sauvage, d'isolement, avec des troupeaux de rennes presque sauvages qui se baladent sur le chemin des fois. Donc voilà, c'est vraiment le pied là pour le coup. Je me suis dit sur le moment, c'est sympa parce que ça pourrait vraiment me donner l'impression de me retrouver il y a 40 000 ans au niveau de notre très chère Ardèche. Et c'est là que la question m'est venue, question salvatrice, puisque je cherchais justement une thématique d'épisode. Existe-t-il un endroit où l'impression d'être en plein cœur de la préhistoire ne serait pas vraiment qu'une impression? Un endroit suspendu du temps, un monde perdu resté à peu près semblable. Alors je vous propose donc de partir à la recherche de paysages paléolithiques disparus. Est-ce qu'il en existe et si oui, où ça? Alors tout simplement déjà, il va falloir qu'on définisse ce qu'on veut, ce qu'on recherche avant de commencer à le chercher. Ce qu'on recherche donc c'est le paysage du paléolithique. Bon, paléolithique européen, comme on pouvait le trouver dans le sud de la France il y a à peu près 40 000 ans. Alors, globalement, on va le disséquer en deux ensembles. Déjà, c'est un environnement climatique, qui définit bien un climat particulier, assez froid, et ça va être également donc un ensemble de végétation. Donc cet ensemble climat-végétation, on va le mettre de côté. Et puis dans le même temps, c'est aussi une mégafaune, c'est aussi des espèces vivantes qui vont interagir avec ce milieu et qui vont le former tous ensemble. Donc je vous propose de commencer par le côté végétation climat. À l'époque, on a un biome qui s'appelle la steppe à mammouth. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est à peu près l'endroit de toute façon où vivaient les mammouths, qui vivaient en fait en défrichant un peu l'herbe, les graminées environnantes. Il y a encore des discussions quant à la nature de cette steppe à mammouth, mais voilà, c'est plutôt de grands espaces herbeux, très peu d'herbes, d'arbres, d'éléments dans ce genre. C'est un biome qui allait de l'Espagne au Canada en passant par la Chine, donc ce qui en faisait le biome le plus étendu à l'époque, au niveau de la surface de la Terre. Et ce biome a disparu il y a environ 12 000 ans. Certaines plantes ont irrémédiablement disparu. On ne pourra pas le retrouver entièrement. Mais est-ce qu'il y a des endroits qui s'en approchent? Alors, où trouver déjà des conditions de température similaires au dernier âge glaciaire? Au nord de la Sibérie, dans l'Alaska et dans le Yukon, on a des choses qui sont assez proches au niveau du climat. Mais l'endroit qui reste le plus similaire à cette époque, c'est un endroit qui s'appelle la région d'Altaï-Savane. C'est une zone de l'Altaï, donc une montagne de l'Eurasie centrale, et certaines études polyniques et des reconstitutions de la steppe à mammouth originelle suggèrent que cette région du monde pourrait être la plus proche analogie du biome paléolithique qu'on recherche. À savoir que c'est un environnement qui est resté en fait tel quel depuis 40 000 ans. Donc on est vraiment très très proche. D'accord. Et on n'arrivera pas d'ailleurs à s'avancer davantage. Mais il y a un détail qui manque, justement, c'est la faune. Il n'y a plus vraiment de grands herbivores semblables à ceux qu'on avait à l'époque, qu'on peut observer dans cette partie donc de l'Altaï Sayam. Je vais écorcher des mots, mais de manière absolument gratuite pendant ça, parce qu'on va beaucoup parler justement d'Europe centrale. Donc un autre endroit où on va pas retrouver exactement la même vraisemblance, mais on reste quand même très proche, c'est la région donc de l'Iloxailulgem, sud de l'Altaï, encore une fois ma prononciation n'est pas à prendre au pied de la lettre, et des sites de Karursnour et Uvsnour. C'est donc trois endroits, à peu près proches géographiquement, donc toujours sud de l'Altaï, qui sont assez proches de la steppe paléolithique, un peu moins que le silt d'Altaï-Savane dont on a parlé avant, mais qui ont, eux, servi de refuge à des rennes et à des antilopes saïga depuis la dernière ère glaciaire. Ah, cool. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est que l'antilope saïga, c'est donc une antilope eurasienne qui aujourd'hui est très rare,
qui a la particularité d'avoir une petite trompe, qui lui permet de réchauffer l'air, en fait, l'air froid. Et ça, donc ces antilopes saiga étaient très courantes au Paléolithique supérieur, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup. Cette zone-là est donc assez intéressante, parce que, bon, bien qu'elle soit un peu moins proche au niveau végétatif que l'Altaï Sayan, on arrive déjà à voir par contre un peu de faune, un peu de voilà, qui font partie du paysage en lui-même, qu'on aimerait pouvoir retrouver. Mais il y a beaucoup d'animaux qui manquent à l'appel. Il est clair qu'on ne trouvera plus aujourd'hui de mammouths, de lions des cavernes, etc. Donc la question se pose, quels animaux reste-t-il de cette époque? Donc je vous ai dit, on retrouve des rennes, on en retrouve à peu près sous toutes les latitudes, enfin sous toutes les latitudes, pas du tout, mais disons sur plusieurs pays, hein, on a énormément de rennes semi-sauvages dans la plupart des zones de l'Europe, zones froides, hein, j'entends, et des caribous dans le nord américain, ce qui sont à peu près leur équivalent. Pour les bœufs musqués, on en a dans l'extrême nord canadien, dans le Groenland, on a quelques individus dans des parcs nationaux norvégiens. Pour les saïgas, je vous l'ai dit, on n'en trouve pas beaucoup. Elles sont vraiment sur le déclin, on en trouve sur les 3 zones dont je vous ai parlé auparavant, les trois petits biotopes dans le sud de l'Altaï. On en trouve aussi dans 3 zones d'Afghanistan, mais bon, question climat, on s'éloigne très clairement de notre steppe à mammouth. Et on en trouve, en fait, en règle générale, beaucoup moins. C'est-à-dire que dans les 15 dernières années, 95% des effectifs qui étaient déjà faibles ont disparu. Donc voilà, on est vraiment sur un déclin assez prononcé. La question vient la question des bisons. Alors les bisons, oui et non. Disons que les bisons paléolithiques, c'est les bisons des steppes et eux on en a plus. Ils avaient des corps bien plus longs que les bisons européens actuels et eux ils ont disparu il y a environ 9000 ans. Donc on n'arrivera pas à les retrouver. Par contre on a toujours le bison européen. Alors il a failli disparaître dans les années 20. Dans les années 20 il faut savoir qu'il n'y en avait plus que 54 de vivants dans plusieurs zoos de Russie et qui venaient ils venaient directement du Caucase. Donc de 54 représentants aujourd'hui on a réussi à les protéger, on en a beaucoup plus, et c'est aujourd'hui donc une espèce protégée qui est visible dans plusieurs parcs à travers le monde, dont la France, en Lozère et dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Au niveau de parc, hein, donc pas en liberté. Ouais, bien sûr. Vient la question des chevaux. Est-ce que vous avez une idée du cheval paléolithique, en tout cas de celui qui s'en approcherait le plus aujourd'hui? Il y a généralement un nom qui revient. Je pense que Ben et moi on sait, on va laisser peut-être répondre Oui. Seb. Pas du tout. Généralement, en tout cas c'est la réponse de mes parents, c'était le cheval de Przewalski. Je sais pas si c'est ce que tu t'attendais à dire, Marc. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est généralement ce qui revient, c'est un cheval donc qui vivait à l'état sauvage en Zungari, donc vraiment perdu au niveau de la Mongolie, et qui a été découvert en 1879 par l'explorateur Milaïkovitch Przewalski, d'où le nom. Ah, ça je savais pas, tu vois. Et c'est un animal qui a été réintroduit en semi-liberté en Mongolie, en Chine, dans les environs de Tchernobyl. Bon, pour eux, pour le coup, ils sont totalement en liberté. Hein. Mais aussi en Belgique, dans le domaine des grottes de Han, donc c'est un parc, et en France, notamment sur le plateau de Cosméjean en Lozère. Donc vous pouvez voir des chevaux de Przewalski en France, en semi-liberté, pour le coup. Et c'est effectivement la plus ancienne population de chevaux à l'état sauvage. En effet, les traits sont particulièrement proches des images laissées par nos ancêtres. Alors la question se pose, alors, c'est eux? Eh ben, pas vraiment, en fait. En fait, les chevaux de Przewalski, effectivement, c'est la plus ancienne population de chevaux à l'état sauvage, mais leurs ancêtres ont été domestiqués il y a environ 5500 ans par la culture Botaï au Kazakhstan, avant de redevenir sauvages. Donc c'est pas tout à fait, en fait, c'est effectivement les plus anciens chevaux à l'état sauvage, mais c'est pas vraiment des chevaux paléolithiques comme on pourrait l'entendre. En fait, le véritable cheval paléolithique, c'est le cheval de Tarpan, qui lui, pour le coup, a totalement disparu. Alors il vivait encore aux abords de la mer Noire, de la Pologne, de l'Ukraine et de la Roumanie au XVIIIe siècle, et le dernier individu a disparu en 1887 au zoo de Munich. Donc on a à peu près des images ou des descriptions de ce à quoi il pouvait ressembler. Et justement, ça a excité des passions. Aujourd'hui, on peut retrouver des animaux semblables grâce à la détermination de Lutz et Heinz Eck, des Allemands qui vivaient dans les années 1930. À l'époque, vous imaginez, donc des Allemands en 1930, il y a un idéal de retour à une nature originelle, brute, sauvage. Voilà, le truc originel, quoi. Ouais. C'est pas pour rien que après l'Allemagne nazie va émerger. Hein. En cherchant donc cette race aryenne originelle, on est dans un imaginaire romantique de cette origine, si vous voulez. Et ça se retranscrit aussi au niveau des animaux. Et donc, ces deux frères, Lutz et Heinz Heck, travaillaient au zoo de Munich. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sélectionné des chevaux, jusqu'à se rapprocher au maximum de l'aspect des chevaux de l'époque. D'accord, ah oui. Et ils y sont arrivés. Par croisement successif d'animaux, ils ont réussi à donner des chevaux qu'on appelle aujourd'hui les chevaux de Heck, du nom des deux frères. Et phénotypiquement, ils sont assez proches, voire extrêmement proches, des chevaux de Tarpan. D'accord. Et au même moment, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, il y a un Polonais qui s'appelle Tadeusz Vetulani,
Ouais. qui va donc lancer exactement le même projet en fait, en se basant sur les mêmes bases. Donc c'est vraiment un climat de l'époque qui va amener deux chercheurs à avoir à peu près la même approche. Et donc lui aussi va obtenir des chevaux qui sont à peu près similaires, qu'on appelle les chevaux coniques, qui sont très proches des chevaux de Heck. Mais très vite il va y avoir l'invasion nazie de la Pologne, Ouais. et ces chevaux de coniques vont être assemblés, c'est pas vraiment le terme, ils ont fusionné avec les chevaux de Heck. Donc aujourd'hui, on a des chevaux, parce que ces chevaux ont subsisté, on les a amenés aux États-Unis pour les protéger, on les a intégrés dans pas mal de parcs nationaux ou autres, et donc ces chevaux, qu'on appelle tantôt les chevaux de Konig ou les chevaux de Heck, ou les chevaux de Tarpan reconstitués, peuvent aujourd'hui être observés à travers le monde. Et c'est techniquement les plus proches, physiquement parlant, des chevaux de Tarpan qui ont pu être peints à Chauvet, par exemple. D'accord, ok. Et dernier animal, le roc. Alors là encore, on est d'accord, le roc est totalement éteint. Le dernier a été battu en 1627 en Pologne, dans la forêt de Jakotrow, par un noble local. À l'époque, le roc était un animal qui ne pouvait être chassé que par les nobles. Bon, pas de bol, à la fin, ça marchait plus. Mais sans compter une nouvelle fois sur les frères Heck, parce qu'ils étaient pas mal motivés. Et avec la même méthode qui avait donné naissance aux chevaux de Heck, ils ont donné naissance à le roc de Heck. Pareil, en croisant des bœufs sauvages. Alors le résultat ici est un peu plus mitigé. Le roc de Heck est plus petit que le roc sauvage, il a des cornes également plus petites, et la couleur est souvent plus claire. Mais par contre, une bonne partie des comportements de l'animal, de l'animal originel, de le roc, semble toujours présente d'après les descriptions qu'on en avait de la période médiévale. Donc voilà, un résultat plutôt mitigé, mais qui donne quand même un bon aperçu visuel de ce à quoi pouvait ressembler le roc. Mais bon, maintenant qu'on a fait un peu un récap de tous les animaux qu'on peut plus ou moins retrouver, l'idée c'est aussi de les voir vivre dans un environnement où ils peuvent tous être en interaction, où sinon on va pas recommencer, on retrouvera pas notre paysage paléolithique. Alors où est-ce qu'on peut retrouver un écosystème où ils peuvent tous vivre ensemble ? Bon manque de bol, on n'arrivera pas à en retrouver un qui coïncide avec notre steppe à mammouth originelle comme on a pu le voir. On n'en retrouvera pas dans l'Altaï, on n'en retrouvera pas dans ces zones-là. Par contre, il y a quelques exemples qui sont intéressants, j'en ai pris 2 ici. Alors le premier, attention, le mot est imprononçable, en tout cas à l'écrit, c'est la réserve de Hoogstvaardersplassen, dans les Pays-Bas. C'est vraiment, faut le voir à l'écrit, je pense. Ouais, je pense. C'est un polder qui a, donc, vous savez, ses avancées sur l'eau, Ouais. qui a été fait en 1968, donc une zone assez récente, donc une zone humide d'environ 6000 hectares. Et l'idée des écologues qui s'occupaient de ce site, c'est que les écosystèmes sont forgés par l'influence de grands herbivores, notamment ceux présents avant l'arrivée des humains. D'accord. Donc pour avoir un environnement stable, équilibré, il faudrait réussir déjà à absolument pas y toucher, mais également à réintroduire des animaux qui auraient le même rôle écologique. Ouais, d'accord. D'où la volonté d'importer des animaux à peu près représentatifs de cette époque perdue, quoi. Mhm. Donc on peut y trouver des chevreuils, des cerfs, mais également des aurochs de Heck et des chevaux coniques. D'accord. Les cadavres, eux, sont absolument pas touchés, ce qui est assez étrange pour une zone naturelle. Généralement, on passe derrière un peu. Là, les cadavres sont nettoyés par les charognards locaux. Pareil, on veut totalement laisser l'environnement vivre de lui-même. Et donc, c'est un des seuls endroits au monde où vous pouvez observer sur des grandes étendues herbeuses des troupeaux d'aurochs qui paissent à côté de chevaux préhistoriques, pendant que des cerfs sont en train de paître, passent un peu dans le coin. En cela, on s'approche un peu de ce qu'on aurait pu voir à l'époque. Alors, il manque quelques animaux pour arriver vraiment à ce à quoi pouvait ressembler même cet environnement au niveau des Pays-Bas à l'époque. Notamment, il manquerait les élans, Ouais. qui existaient largement au Paléolithique supérieur, et des bisons européens, par exemple, qu'on pourrait essayer de réintégrer. Mais bon, pour l'instant, apparemment, ces 2 animaux sont pas trop dans les projets. D'accord, ok. Et enfin, le dernier, c'est la forêt de Białowieża en Pologne. C'est une des dernières forêts primaires d'Europe, ayant suivi la disparition de la steppe à mammouth il y a environ 10 000 ans. Donc c'est pas techniquement ce qu'on peut retrouver il y a 40 000 ans, mais c'est plutôt un environnement tel quel qu'on aurait pu le voir après la sortie de la glaciation, il y a environ 10 000 ans. En fait, c'est une relique d'une forêt beaucoup plus grande qu'occupait le centre de l'Europe, qui s'appelle la forêt hercynienne. Alors cette forêt, donc de Białowieża, une bonne partie de cette forêt, une bonne partie de 200 km², est totalement interdite à l'homme. Ce qui est assez intéressant, et beaucoup d'espèces ont été réintroduites. Il y en avait qui avaient subsisté, mais à l'intérieur donc de cette forêt, vous pouvez voir des bisons européens, donc une des zones les plus riches en bisons européens qui nous restent, des coniques, donc ces chevaux reconstitués, des ours bruns, des loups, des cervidés, mais les aurochs de Heck, pour coup, ont été interdits par le gouvernement polonais. Ils considèrent que c'est une expérience scientifique un peu étrange, etc. Alors qu'ils ont accepté les chevaux de coniques, mais bon. Voilà, je ne saurais pas expliquer la différence entre les deux. Ils ont fait leur choix, entre les deux. Voilà, c'est ça. Et donc c'est l'environnement le plus proche qu'on peut avoir de ce paysage post-glaciaire en Europe. Donc vous le voyez, effectivement il reste des îlots
paléolithique en quelque sorte, au niveau des animaux, au niveau de la végétation, au niveau du climat, mais on n'arrive pas à avoir un environnement qui soit totalement mêlé de ces deux points de vue. D'accord. Ouais. Et la Fioretta Biélovieja, pour le coup, est assez intéressante pour ça, parce que elle mêle exactement, la végétation, le climat et une partie de la faune qu'on pouvait retrouver à la sortie de la déglaciation. Et pourtant, aujourd'hui, donc, c'est une forêt en danger. Après les élections de 2015, le parti Droite et Justice, un parti d'extrême droite, qui a été élu donc en Pologne, a entamé son abattage en prétextant lutter contre les dégâts d'un insecte xylophage. Et si la Commission européenne a plusieurs fois menacé la Pologne, le fait est qu'il n'y a pas vraiment de bâton pour les y contraindre, et aujourd'hui rien n'a encore permis d'arrêter l'exploitation. D'accord, donc ils se font plaisir quoi du coup. Voilà. Et c'est le mot de la fin, donc C'est j'espère triste. que ce petit tour d'horizon vous aura émerveillé, et j'espère que vous serez d'autant plus motivé à essayer de sauver la forêt de Białowieża. Il y a plein de pétitions qui circulent. Mais avec plaisir, Voilà. avec plaisir. Ah non, mais super intéressant, merci. Bah, grave. Ouais, fascinant, clairement. Il y avait un petit côté, pour tous les chevaux reconstitués, les reconstitués, un petit côté paléolithique park un petit peu derrière. Ouais, un petit peu, ouais. Exactement. Ouais. La démarche de recréer ces animaux est assez, peut être questionnée. Hein. C'est comme tous ceux qui veulent recréer du mammouth. Le mammouth, ouais, c'est ça. Ouais. C'est Voilà. la question que je me posais pendant ton intervention, Jules, c'est au niveau de l'éthique pour la recréation. Alors, à l'époque, l'éthique était pas la même forcément qu'aujourd'hui, hein, bien sûr, mais Spécialement avec les... jusqu'à quel point on peut essayer oui. de bidouiller les espèces pour vouloir ce qu'on veut retrouver ou non. Bah, je suis assez d'accord, notamment pour le mammouth. Je trouve ça totalement hypocrite de vouloir recréer un mammouth juste pour le plaisir de pouvoir en créer un, sachant que lui derrière n'aura ni l'environnement auquel il est habitué, n'aura ni les interactions sociales auxquelles il était habitué. En fait, il n'a pas de quoi vivre, donc je trouve ça dommageable. Après, c'est pour ça que je trouve que l'exemple d'écosystème recréé comme dans les Pays-Bas est intéressant, parce que là, pour le coup, c'est une vraie utilité. C'est-à-dire que ces animaux, ils sont censés reprendre la place qu'ils ont laissée à cause de nous, de l'évolution et tout, enfin de l'évolution de l'espace, etc., dans l'environnement, histoire d'avoir un milieu qui retrouve un équilibre plus ou moins originel. Après, la question de l'origine, il faut toujours savoir où est-ce qu'on met le curseur, parce qu'on peut le mettre à peu près là où on veut, mais c'est une expérience que je trouve intéressante, parce que pour le coup, elle questionne ce truc un peu éthique de se dire à quoi ils servent. Bah là, pour le coup, ils servent à réguler cet environnement, en fait, à le rééquilibrer. C'est une sorte d'expérience géante, quoi. C'est ça qui est hyper intéressant. Exactement. Donc je trouve que ça nuance du coup ce truc. Après, je reste toujours foncièrement opposé à ce qu'on recrée un mammouth un jour, mais c'est vrai que là, pour le coup, bon, encore une fois, on l'a fait, c'était notre époque, comme vous avez dit, voilà, mais c'est vrai que ça nuance l'utilisation qu'on peut en faire aujourd'hui, quoi. Ouais, et puis c'est pas fait de la même manière, c'est-à-dire que le mammouth, ils veulent le recréer génétiquement, là c'est juste qu'ils font croiser des bestioles pour que ça s'approche plus ou moins de la bestiole d'origine, mais c'est quand même deux techniques relativement différentes, on n'est pas sur du clonage, quoi, là, c'est jouer un petit peu à... C'est comme faire des mélanges avec des chiens, alors c'est pas non plus hyper éthique, mais ça l'est déjà plus que de cloner un animal qui n'existe plus, quoi. Carrément, je suis d'accord. On est sur deux échelles différentes, ouais. Après, il y a peut-être aussi une volonté de préservation de certains milieux, de certains écosystèmes, qui est quand même une des grandes questions d'aujourd'hui, et peut-être que ça répond à ça aussi, les manips qu'ils veulent faire maintenant. Bien sûr, ouais. Je pense qu'il doit y avoir cette idée-là. Et puis je pense que voir ce que ça fait aussi un environnement dans lequel l'homme n'a pas mis les pieds, aussi voir ce que ça donne en termes de... Parce que mine de rien, on a quand même un animal, donc on a notre poids, on le voit clairement d'ailleurs à l'extérieur sur l'environnement, donc c'est intéressant de... Je crois qu'il y a Tchernobyl aussi qui est un peu comme ça, de voir un environnement sans humain au final. Ouais, alors Tchernobyl c'est particulier parce que par exemple Tchernobyl on a réintroduit des chevaux de Przewalski là-bas. Ah oui, d'accord, ouais. Puisqu'on s'est dit y a plus personne, quitte à faire on peut leur donner de la place. Bon après ceux qui l'ont fait à la base pensaient pas trop qu'ils allaient survivre à cause des radiations. Donc on peut nuancer la volonté d'eux. Exactement. Mais au final en fait ils ont tenu, ce qui a surpris beaucoup. D'accord. Donc ils ont tenu plus ou moins parce qu'en fait on sait que les limites de la zone interdite, donc normalement elles sont murées, il y a tout, etc. En fait c'est en ruine totalement, donc les animaux peuvent passer, c'est assez perméable. Et donc il y a eu des études qui ont été faites, alors j'avais lu ça il y a longtemps, donc il faudrait réactualiser, mais qu'en fait il y avait pas mal d'animaux, notamment parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de loups, il y avait tout un écosystème qui se recrée, mais qu'en fait pas mal d'animaux ne pouvaient pas se reproduire au bout de quelques générations sur le site, à cause des radiations. Donc c'est surtout grâce à l'import extérieur d'animaux qu'on arrive à avoir des populations stables. Après, au niveau du coup du cheval de Przewalski, voilà, il arrive plutôt bien à s'implanter, les groupes sont plutôt stables, mais voilà, c'est toujours une expérience un peu étrange, je trouve, du point de vue éthique, parce que bon,
vu qu'on savait pas trop s'ils allaient tenir, c'est pas voilà. Et Jules, tu sais si cette initiative de réintroduire le cheval de Przewalski à Tchernobyl, elle vient d'une personne en particulier ou d'un collectif? Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Je saurais pas du tout, non, c'est vrai que j'ai pas regardé, non, j'ai pas regardé du tout. Ouais, bonne question. Mais après, t'as des ligues de protection qui se sont faites par rapport à ces animaux, notamment, d'ailleurs, il y en a une qui a été créée par les frères Eck. D'accord. Comme quoi ils étaient vraiment à fond. Donc pour protéger le cheval de Tarpan, pour protéger le roc de Eck, et notamment pour protéger le cheval de Przewalski. Et je crois qu'il y a une association qui est dédiée à ça, internationale. Donc faudrait regarder. C'est peut-être eux, mais bon, je peux pas trop m'avancer non plus. Mais faudrait regarder. Ouais. Comme quoi, même si on peut questionner la manière dont ils ont fait leurs choses, l'avantage c'est qu'ils protègent quand même bien leur bébé d'une certaine manière. Ouais, carrément. C'est au moins une bonne chose, quoi, à ce niveau-là. Ouais, carrément, ouais. Et ça, des aurochs de Aix, si je dis pas de conneries, on peut en trouver en Dordogne. Il y a des parcs qui en ont. Et il y en a même en Ardèche, à Vagnas, là, à 2 km de chez moi, il y a des aurochs reconstitués qui sont ok. présents. Ouais. Comme quoi. Tout est lié. Le retour en Ardèche. C'est ça, exactement. Il paraît qu'il y a même une réserve un peu plus au nord de chez nous, en Ardèche, où il y aurait des rennes qui s'y trouveraient. Ah, ok. Ah ouais? Ok. Des rennes? Ouais, je suis assez surpris. En fait, c'était il y a 2 ans. C'est une pote à moi qui m'a parlé de ça et j'avais trouvé ça hyper surprenant. Et apparemment, ouais, il y a un parc sur le plateau où il y a des rennes. Eh écoutez, venez en Ardèche. Du coup, on a des rennes, on a des aurochs, on a des grottes, on a des gens passionnants. Venez quoi, je sais pas. Tout simplement. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.